Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons. Le média continue de lutter pour faire entendre vos voix au sein d'un paysage médiatique dominé par l'extrême droite et contrôlé par les milliardaires. Riposte, c'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux. Molotov, les opérateurs box et peut-être bien la TNT francilienne. Rejoignez le mouvement et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Momo. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, chère Nadia. Bon retour parmi nous. Merci, oui c'est vrai qu'on était en distanciel la semaine dernière. Exactement, pour des raisons médicales. Oui, écoute, la convalescence s'est bien passée. Puis alors, je redis, mais je vous remercie vraiment pour tous vos messages, c'était très touchant. Alors on commence avec ton traditionnel préambule avant de parler des tops et des flops qui ont retenu toute ton attention. Et tu commences ce préambule avec un mea culpa. Ah oui, un pan sur le bec. Alors c'était justement la conséquence, je devais avoir encore un peu d'anesthésie dans le sang quand j'ai enregistré de chez moi la fois dernière, puisque je me suis planté dans une histoire, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis planté à propos d'une vidéo qui n'aurait pas dû passer évidemment, que j'ai pris comme si c'était du premier degré, alors c'était du 114e degré, c'était une imitation de Jean-Michel Aulas, et ça concernait les élections municipales à Lyon, et en fait j'ai pioché en fait, un magnéto, une vidéo qu'aurait dû être vérifiée mais qui n'avait pas été. Évidemment, j'aurais vu que c'était une grosse bêtise. Donc, je pense sur le bec toutes mes excuses. Et puis, merci à tous les internautes qui m'ont signalé cette boulette du trimestre, j'espère que c'est la dernière. Je poursuis. Alors là, c'est quelque chose d'assez léger, mais je trouve ça assez marrant. Je vous avais raconté comment Jordan Florentin, vous savez, le gars du média Frontière, des médias d'extrême droite Frontière, quand il faisait la chasse, je crois que c'était au Champ de Mars, il faisait la chasse aux vendeurs à la sauvette noirs, évidemment, mais comme on va dans un zoo ou comme on fait un safari, eh ben, il a été lui aussi traqué et fait l'objet d'une espèce de safari par un streamer. Alors je trouve ça très drôle, c'est posté par Danveriste, et écoutez la difficulté qu'il a à prononcer un mot quand même assez simple dans notre profession, qui est le mot direct. Je vous laisse écouter. En direct. Et toutes ces violences, vous le voyez ? Fais voir. La semaine dernière, vous l'avez suivi en direct. Pourquoi il n'arrive pas à dire en direct? Je t'arrête. Violence, jet de projectile, vous avez Jet de projectile. aux frontières en direct. Alors pensez à vous abonner, à commenter clé, et bien vous le verrez en direct. Mais même lui, en direct. Il n'y a pas de montage, de poser des questions en direct. Non, à essayer de poser quelques questions en direct. Parce que c'est le premier moment que là, on vit en direct, vous le voyez. J'en ai marre, ça veut pas sortir de mon cerveau là. Là C'est maintenant vous êtes irritant avec là. moi en direct. Et toutes ces violences, vous le voyez, je pense que là cette séquence elle est filmée en direct. Je suis venu. Et il y a des personnes qui tentent déjà de venir en direct. Voilà, vous vivez en direct ce qui se passe. Les forces de l'ordre sont là. On continue de filmer en direct. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. En direct, comme ça, en direct. Parce que les forces de l'ordre, à juste titre, nous Non mais il veut pas. en empêchent. Parce que le climat... Madame, je me suis écarté. Laissez-moi faire mon travail en direct, s'il vous plaît. Alors on a tous évidemment nos tics de langage, il n'y a pas de problème. Moi j'en ai également quand je dis un espèce de, bon voilà c'est récurrent. Simplement là c'est marrant de l'avoir piégé sur son propre terrain. Alors, je me suis aussi posé une question. Rima Hassan, finalement, est-elle antisémite ou pas? Quand on écoute Nora Bussini, alors qu'elle a fait un bouquin à charge, évidemment, comme d'habitude, où elle s'est soi-disant infiltrée, patati patata, elle va raconter une anecdote qui, normalement, aurait dû rester dans la sphère privée et, à tout du moins, ne pas en tirer des conclusions hâtives. C'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va faire le tour de tous les plateaux. Là, elle se retrouve chez CNews. Je vous laisse écouter. Il y a surtout une interconnexion, parce que par exemple, moi je consacre mon dernier chapitre à Rima Hassan, sur laquelle j'ai enquêté. Je suis allée à Niort, j'ai retrouvé des proches à elle. J'ai pu révéler notamment sa surappétence pour la question juive, l'amour qu'elle entretenait avec un jeune homme juif qu'elle cachait à sa famille, parce qu'il était juif et elle, sa famille, est de confession musulmane. Et surtout, je raconte comment elle prenait des cours aussi d'hébreu en secret, etc. Et à quel point elle rêvait
et elle faisait tout pour pouvoir aller un jour en Israël. Mais Rima Hassan, 2014, ce qui l'a fait rompre avec ses liens, c'est quand elle va retweeter Alain Soral, notamment après elle va retweeter Dieudonné, etc. Donc on voit quand même des convergences certaines dans des discours ultra radicaux. Elle est chez CNews là, on l'a retrouvée également sur le plateau de Boboland, chez Quotidien en l'occurrence. Et chez Quotidien, ils vont pousser le bouchon encore un peu plus loin, puisqu'ils vont demander à Bussigny tenez-vous bien, combien de personnes, donc sous-entendu à la France Insoumise, ont été contaminées par Rima Hassan. Sous-entendu, ces idées antisémites, bien évidemment, contaminées. Moi, ça m'a renvoyé, vu mon âge, à Jean-Marie Le Pen qui, au milieu des années 80, voulait parquer les sidaïques. Il avait employé le terme sidaïque, donc les malades du sida, il voulait les parquer, les mettre évidemment au banc de la société. Je trouve ça assez grave, surtout chez Quotidien, qui se veut un peu cool, un peu de gauche et tout ça. Je trouve cette terminologie assez minable. Une dernière chose, je vous lance un appel. Je vois régulièrement, vous savez, il y a des personnages qui sont interviewés, des gens qu'on voit, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Alors, il y en a un, une fois, il est pompiste, l'autre, il est chef d'entreprise, ainsi de suite. Et puis, régulièrement, de plus en plus régulièrement, on retrouve des gens comme ça qui, en fait, sont pour une même et unique personne, c'est-à-dire que c'est la même personne, même physique. On va le retrouver un coup pompiste, un coup chef d'entreprise, un coup artisan boulanger. C'est les couteaux suisses des plateaux télé. Il y a un coup, il est secrétaire national du RPR. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même mettre la bonne étiquette sur le bon truc, et je pense que c'est important. Récemment, par exemple, il y a eu sur l'un de ces plateaux, en plus sur le service public, il y a eu un gars qui se présentait comme un simple SDF, comme si il l'avait trouvé par hasard et avec charité devant le métro Saint-Augustin à Paris. Je l'aime bien, cette station de métro. Enfin, on s'en fout. Alors que c'était quelqu'un en fait qui était déjà chroniqueur dans une précédente émission et qui était rémunéré pour ça. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Alors, je veux bien qu'il soit difficile de trouver des profils types, mais enfin, voilà. Donc, je lance un appel. Si vous avez des cas comme ça, vous pouvez passer par les réseaux sociaux. Mes comptes sont ouverts et me les soumettre. Évidemment, je sourcerai. Me les soumettre et ça fera l'objet d'une émission, enfin, du moins, soit d'un préambule, soit d'un microscope spécial. Alors c'est parti pour les tops, Mourad. Top inversion accusatoire. Maxime Pérez, ancien correspondant en Israël, spécialiste des questions de défense, nous offre un grand moment d'analyse politique et ça se passe sur CNews. Oui, alors il n'a pas été longtemps parce qu'il met toujours correspondant. On ne sait pas de quoi, moi. Enfin, quand je dis que je suis correspondant de quelque chose, j'explique de quelle boîte. Il serait spécialiste des questions de défense. En tout cas, ça serait son expertise. Alors ce fameux Maxime Pérez, quand on va dans sa fiche qu'il a renseignée lui-même, on voit qu'il s'occupe de communication de crise. On est quand même très loin du journalisme là. Alors je ne sais pas s'il est toujours journaliste, en tout cas il a effectivement des avis bien arrêtés, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient, et il va demander pourquoi, à propos de Gaza évidemment, il va demander pourquoi le frère égyptien refuse d'accueillir les survivants palestiniens. Bon, peut-être parce que... Enfin, on va l'écouter d'abord, puis on va essayer d'y répondre après. Mais comment se fait-il qu'un pays comme l'Égypte refuse d'accueillir un peuple frère ? Et là aussi, il y a une forme d'hypocrisie, parce que c'est toujours plus facile, évidemment, de porter l'accusation contre Israël, qui est un pays démocratique, où il y a des critiques internes qui sont exercées contre le gouvernement israélien. Bon, c'est peut-être que j'adore frères égyptiens, tout ça parce qu'ils sont à peu près arabes tous, là, donc c'est forcément des frères, ça n'a aucun sens, on n'était pas frères des Allemands dans les années 40. Donc peut-être que la raison, c'est que l'Égypte ne souhaite pas participer activement ou se rendre complice de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire d'un génocide. Elle n'a aucun rôle en plus de ça, bien sûr a priori. Que non, je ne vois pas comment cette injonction... On massacre, on bombarde, c'est un génocide, mais c'est facile d'attaquer Israël. C'est du philo... Donc on déresponsabilise une fois de plus Absolument. Benyamin Netanyahou et on accable les dirigeants arabes qui sont autour. Top raciste au doigt mouillé, Nicolas Doménac, éditorialiste politique à LCI, semble vouloir mimer ses collègues de CNews. Oui, alors je ne comprends pas d'où est-ce qu'il est allé chercher ça. Il va parler d'agression antisémite, il va condamner l'antisémitisme ambiant, il n'y a aucun souci là-dessus, mais par contre, il va venir parler des banlieues, et d'ailleurs on le sent gêné, parce qu'il parle des banlieues, et juste derrière, écoutez, il va essayer de pondérer un tout petit peu. On parle désormais d'exigences qui figureraient dans le protocole à venir, mais cela revient à paraître se rendre, je veux dire, à la fois à la pression du Quai d'Orsay, qui a une tradition, vous savez, pro-arabe, et aussi à la pression de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon en faveur de la Palestine. D'où le grand malaise en particulier des Français juifs, parce que les
attentats ou les agressions antisémites continuent de se multiplier, que ce soit dans certaines banlieues ou même dans des universités où des discriminations se multiplient. Comme je vous le disais, le dicton connu « heureux comme un juif en France », eh bien, il appartient au passé. Donc je ne sais pas si vous avez entendu la petite butée pour ensuite parler évidemment de l'université et des grandes écoles, mais enfin, sauf que ça concerne très très peu de monde et que statistiquement, il n'a absolument aucun... Alors, j'ai cherché, j'ai regardé. Statistiquement, il n'a aucun chiffre à nous donner sur le nombre d'agressions antisémites en banlieue, sous-entendu perpétrées par des musulmans. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, c'est non seulement au doigt mouillé, c'est stigmatisant, mais je trouve qu'on est quand même très, très loin du journalisme et il n'est pas repris en plateau, comme d'habitude. Puis, on ne voit pas le lien entre la reconnaissance de la Palestine et la montée de l'antisémitisme en France. Ah, mais ils n'en ont rien à foutre. Alors, ils ont passé... Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Ce sera d'ailleurs la deuxième partie. Mais ça a été ça toute la semaine avec les drapeaux, notamment les drapeaux palestiniens. On drague un certain électorat, gna 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 gna. Donc on ne peut pas être pour la Palestine sans qu'il y ait un travers, soit électoraliste, soit antisémite, soit... voilà. C'est toujours bon de rappeler aussi qu'on a des résolutions de l'ONU qui disent que l'État palestinien a le droit à un État. Donc il n'y a absolument pas de volonté de séduire qui que ce soit. Il s'agit juste de respecter le droit international. Il y a un très bon dessin dont j'avais déjà parlé, où on voit Rima Hassan avec une lampe torche sur le visage, et puis ce qu'on devine être un policier qui est penché sur elle, et qui lui dit, alors comme ça, madame, on fait l'apologie du droit international. Je trouve que c'est absolument bien résumé. Décevant de la part de Nicolas Domenech. Je ne l'attendais pas, à ce triptyque antisémitisme, LFI, parce qu'il cite aussi Mélenchon et Quartier populaire. Oh, il a les traites de sa voiture à payer tous les mois, il ne faut pas lui en vouloir. Top complotisme. Alors, il y aurait un tabou chez les journalistes. Alors ça, j'adore ce truc-là. Il va expliquer notre ami de je vous laisse d'abord l'écouter. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est complètement bidon et ça repose évidemment sur rien. Alors, il y a un tabou chez les journalistes. Ils regardent tous, mais ils n'en parlent pas. C'est le CITEF de souche. Ouh là là, faut surtout pas le dire. Mais alors, je peux vous dire qu'ils y vont tous, quels que soient les médias. Mais donc, vous avez des relais qui permettent aussi d'avoir ces lanceurs d'alerte. Alors, je le dis très tranquillement devant vous. Je ne regarde jamais Français de souche, puisque c'est de ça dont il parle, un truc de Raslar qui compile en gros tous les faits divers les plus glauques. Il suffit de regarder CNews pour ça. Exactement. Et je ne regarde pas Français de souche, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin, il suffit de regarder de plus en plus de chaînes, CNews, Frontières et autres, pour avoir, parce que c'est leur source principale d'information, puisqu'ils font très très peu de reportages, CNews en fait. Ils font surtout du blabla, et le blabla, il part de quoi? Il part très souvent d'informations très orientées de ce site d'extrême droite. Donc non, je ne le regarde pas, il n'y a pas besoin de parler au nom de tout le monde, c'est pas parce que vous avez des travers, chers amis de CNews, que nous avons les mêmes ici-bas. Top. Entre soi, Boboland. Alors, je sens que tu vas nous parler de quotidien. Oui, alors rebelote, ça revient sur le tapis. Alors on n'est pas bien là entre nous à raconter nos super anecdotes de Bobo et à s'en féliciter. On a l'impression qu'ils ont décroché le Pulitzer parce que quelqu'un a lancé une vanne, en l'occurrence Paul de Saint-Cernin. Vous savez, Paul de Saint-Cernin, c'est le grand dadais, je dis ça sympathiquement, c'est le grand dadais qui est chez Quelle Époque, là, donc chez Léa Salamé. Malheureusement, cette émission a repris. Et lui est là pour faire des vannes comme dans les années 90. Voilà. Et donc, il est plutôt bon. Il est pas mauvais, mais après voilà quoi, je veux dire. Et il avait chambré Nicolas Bedos. Je vous laisse regarder l'extrait et puis on en reparle juste après. L'argent récolté grâce à la vente de ce livre va être reversé à une association de victimes. Tu le sais pas, je viens de le décider, mais... C'est sérieux ce qu'on dit là? Oui, mais c'était une manière de te montrer que c'est important le consentement. Comment ça s'est passé avec lui? Avec Bedos? Un jour, je raconterai la vraie histoire parce que il y a beaucoup plus que cette simple séquence. Et non, qu'est-ce que je peux te dire que... Ça dégénère en plateau? Non. Non, ça s'est pas forcément passé à la virgule près comme ce que la France a vu. Ça veut dire que ça a été monté, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'avais pas très envie de participer à ce plateau, je l'ai fait savoir, on m'a demandé d'y aller, et j'étais mal à l'aise, et pour plein de raisons, et... Mal à l'aise comme genre maintenant? Maintenant, exactement. Je vois un peu le délire. Ouais. Alors, bon, je veux bien être sympa, mais enfin, c'est quand même Quelle Époque, ça reste quelque chose d'assez léger, de très... Alors, quand je parle d'entre-soi, c'était aussi parce qu'ils viennent de recruter son frangin, Paul de Saint-Cernin, dans la même émission, et qui recrute également Hugo Clément, qui est quand même coproducteur de l'émission. Il y a un petit mélange des genres. Alors, Hugo Clément, vous vous rappelez, c'est celui qui, à l'école de journalisme, avait harcelé l'une de nos consoeurs et l'avait appelée Saddam Hussein avec beaucoup de finesse, tout ça, parce qu'elle a... Voilà. Et tout ce petit monde donc se retrouve là.
Et je trouve que, voilà quoi, quelle époque, c'est quand même pas le summum, c'est pas la Mecque culturelle. Donc je trouve que en faire des caisses comme ça, en quasiment se pinçant le haut du nez, oui, j'ai voulu dire, mais je reviendrai dessus. Enfin, les gars, un peu de sérieux, vous faites des émissions de divertissement, c'est pas non plus, vous savez pas, vous n'êtes pas sur un terrain de guerre. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Top Miskina, Rachel Kahn rejoue la carte de la victimisation, alors que celle qui passe son temps à insulter la gauche et les racisés. Ah, elle est formidable. D'ailleurs, j'avais dans un premier temps mis host racisé, parce qu'elle dit qu'elle est ostracisée. Alors Miskina, ça veut dire la pauvre, hein, je le traduis quand même. Elle va brandir son CV en expliquant qu'elle est donc ostratisée par les chaînes du service public. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a une guerre ouverte entre le service public avec Delphine Ernotte, donc la patronne du service public de l'information, et puis CNews et en gros toutes les chaînes de Bolloré qu'elle avait qualifiées de médias d'extrême droite, ce que je partage tout à fait, soit dit en passant. Et bien, elle va venir chouiner, il n'y a pas d'autre mot, Rachel Kahn, en présentant un CV, mais un CV très particulier. Je vous laisse écouter. Il dit que CNews donne une tonalité. Ce que je sais d'un point de vue personnel, c'est que le service public ne me donne pas la parole, par exemple. Je suis quand même une fille de l'immigration entre l'Afrique, l'Ashkenazi, enfin bon, bref, et qu'on ne me laisse pas libre. Et c'est ça le service public aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé être dans l'intérêt général, dans la pluralité de tous les citoyens. Et je suis ostracisée du service public, c'est ce que Donc, je rappelle que Rachel Kahn est à la fois plagiaire, elle a été virée de Radio Classique, il faut en vouloir un tout petit peu. Je rappelle qu'elle est mytho, ça a été pointé notamment par le Conseil de déontologie du journaliste, on en avait parlé ici, par rapport à son histoire de taxi où il y aurait des sourates appelant à la destruction d'Israël, ce qui a été débunké depuis. Et donc, elle va estimer que c'est pas à cause de ça qu'on la recrute pas sur les chaînes, du moins du service public, c'est simplement parce qu'elle a des origines qui normalement vaudrait CV. Et dans ses origines, vous l'avez bien entendu, elle dit qu'elle est originaire d'Ashkenazi. Je ne sais pas où c'est. En ce moment, on parle beaucoup de l'ONU. Alors, je regarde à chaque fois. Ça va être en Israël, très probablement. Je sais pas trop. Alors, moi, j'aurais vu ça plutôt à l'Est. Mais je sais pas. Et donc, elle pense que simplement sur ses origines, donc ça veut dire qu'elle nous a, comme tu le dis, elle se victimise et elle nous gonfle depuis des mois, pour pas dire des années, avec son histoire de racisée, je ne veux pas être réduite à femme noire, juive et compagnie. Et là, elle vend, littéralement, elle vend ses origines pour obtenir une place au service public. Donc, je dis non, il faut être un tout petit peu cohérent, s'il vous plaît. Et digne. Alors d'ailleurs, on va revenir à Delphine Ernotte, puisque donc elle se trompe quand elle dit que CNews est d'extrême droite. Vous allez voir cet extrait, il est savoureux. Dans les choses, Eric, il est souvent plus doué, plus brillant, et plus intelligent et plus cultivé que la plupart des gens qui l'interrogeaient. C'est une réalité. Et M. Cohen, un jour, il lui a répondu et il lui a fait uppercut. C'est pas évident. Ah, bien sûr. Donc, et ce qui frappe quand même dans la première et la deuxième, d'abord la première, c'est la fatuité. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ce que vous voyez là, Pascal Praud faisant l'éloge de Zemmour, c'est un exemple parmi des centaines d'exemples. Et bien, ça s'appuie sur absolument rien. Et surtout, il n'y a pas de contradicteur en face. Donc il peut dire absolument ce qu'il veut, Praud, et faire systématiquement l'éloge de Sarah Knafo et de Zemmour, ça va finir par se voir un tout petit peu quand même. Top Afflelou. Alors pour les journalistes de frontières, les élus arabes se ressemblent toutes. Ouais, alors Afflelou, effectivement, parce que ce pauvre Jordan Florentin qui se croit vraiment journaliste, c'est assez drôle, il va se pointer devant une élue d'origine maghrébienne, on va faire comme Rachel Kahn, et puis il va lui poser une question. Je vous laisse regarder cet extrait qui a été repéré par Marc-Antoine Poignant, l'un de nos fidèles internautes. National. On va essayer d'aller là-bas. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Vous vous souvenez de nous? Frontière, le média Frontière. Vous vous souvenez que vous nous aviez bousculé à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous vous excusez depuis ou pas? La jeune femme Louise Maurice que vous avez bousculée à l'Assemblée nationale, est-ce que, avec un petit peu de recul, vous... Je ne sais pas qui vous êtes. Le média Frontière. Je ne vous connais pas et je ne souhaite pas vous répondre. Et vous ne pouvez pas me filmer sans mon On est en direct, on filme la manifestation, vous êtes dans un espace public. Je ne souhaite pas que vous me filmiez. Mais en tout cas, violenter une jeune femme, ça fait partie de vos valeurs, madame? Donc, il pense s'adresser à Aïda Hadizadeh, donc une députée de gauche, et en fait, il va tomber sur Lamia El Harraj, qui est la porte-parole, enfin l'une des porte-paroles du Parti socialiste, que plutôt de l'aile droite d'ailleurs du Parti socialiste, et il ne va pas réaliser du tout. Alors, on peut se tromper.
honnêtement, ça pourrait largement m'arriver, sauf que lui était aux premières loges à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez ces fameuses images sur le balcon où ils disent qu'ils ont été agressés, bousculés, frappés, jetés à terre, et ainsi de suite. Il venait juste de pourrir la vie de quelques attachés parlementaires en balançant leur nom et en disant que c'est des islamistes, hein, c'est juste ça. Et donc, on leur avait demandé de ne plus filmer, d'arrêter de pousser les gens comme ça. Et donc, il l'avait en face. Donc, il sait très bien qui c'est. C'est donc bien à minima misogyne, mais franchement ouvertement raciste. Qu'est-ce qui ressemble plus à une arabe qu'à une autre arabe? Et puis je pense qu'avant de l'interpeller, il a dû checker quand même sur son téléphone. Hein. C'est ça, je pense qu'à mon avis, il a tout faux sur toute la ligne. Et puis alors, dernière chose à ce propos, ils l'ont retiré immédiatement du fil Twitter, parce que c'était là qui disait on est en direct, mais sans explication, sans excuse, sans rien. Je trouve ça un petit peu cavalier pour des gens qui veulent avoir de la déontologie ou de l'éthique. C'est le moment de passer au flop. Flop relance. Valérie Lecable, éditorialiste à France Info, théorise le grand remplacement antisémite. Oui, alors elle vient également du journal Info. Alors journal Info, c'est un truc de Geoffrin, confidentiel, absolument confidentiel, où elle est éditorialiste. Et là, elle va partir sur quelque chose d'assez fumeux. Et alors je lui en veux à elle, parce qu'évidemment, théoriser de grand remplacement antisémite, ça pose un problème, vous allez l'entendre, mais surtout aux journalistes qui normalement aurait dû la stopper et ne pas lui passer les plats. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est tellement... Il a même anticipé son délire raciste et complotiste à tel point que Gilles Bornstein lui-même a dû la recadrer. Je vous laisse écouter. Il prend cette initiative pour une situation extrêmement malheureuse que Gilles a commencé à détailler. C'est que on est devant une double évolution, c'est-à-dire cette histoire du 7 octobre d'un côté, la présence en France de la France insoumise et la démographie française. C'est-à-dire que les études le prouvent, on dit toujours on a de moins en moins d'enfants en France. Mais la population qui est issue de l'immigration continue à avoir plus d'enfants que la population française. Ça fait quoi? Ça veut dire que chez les jeunes aujourd'hui, il y a une sorte d'identification. Alors, au risque d'essentialiser finalement. Mais c'est une catastrophe. Voilà, c'est-à-dire que chacun est renvoyé dans son camp selon ses origines. La génération au-dessus qui était vraiment totalement intégrée et qui voulait être française, les gens voulaient être français, c'est ce que décrit On a une régression. On a une régression par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a une régression identitaire. Et qu'est-ce qui se passe du coup? C'est que malheureusement aussi, ça pousse vers la droite et l'extrême droite. Il y a un juif pour 10 musulmans en France. Je crois que c'est à peu près ça le rapport 600 000, de population. Ouais. Pour 100 000 Oui. Non, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, c'est 8 millions et 80 000. C'est entre 8 millions et 80 000. Donc il y a la loi des grands nombres qui fait que la politique... Non, mais ça veut dire que la population juive se sent agressée et c'est tout à fait normal. Non, mais pardon, je peux pas vous laisser dire ça. Pardon, excusez-moi. On ne peut pas à la fois protester contre l'essentialisation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et essentialiser les Français d'origine musulmane. Parce qu'elle est dans un rapport de 1 pour 10 avec la population musulmane. Enfin, à la limite, ça serait 1%. Ça ne réagit au 31% sur la jeunesse et à ce qui se passe à la Sorbonne. Ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Ce n'est pas une question de domination ou de domination démographique d'une population. Enfin, ça ne devrait pas être de domination dominée. Flop citation de Voltaire, Marguerite Stern rend hommage à Charlie Kirk et elle ne semble pas très inspirée. Non, alors pourquoi citation de Voltaire? Parce que c'est un classique, ça revient tout le temps. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort. On va l'écouter, je vais vous expliquer après. J'ai l'impression d'être en classe de CP. Quand il faut rappeler à ces gens-là que défendre la liberté d'expression uniquement pour ceux qui pensent comme toi, c'est caduc, ça n'a aucune valeur. J'ai l'impression d'être en classe de CP quand il faut brandir l'argument d'autorité et citer Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. » Alors Marguerite Stern, évidemment, c'est pas son vrai nom. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils changent tous de nom. Ils sont protégés. C'est peut-être ça. Mais bon, ça force à aller chercher. Ils sont en danger, et du coup, voyons. en 2 clics, on trouve assez facilement le nom d'origine. Donc elle est connue pour être une transphobe militante, vraiment militante, chasseuse notamment aussi. C'est vraiment une passion commune. Chasseuse de vendeurs noirs du Champ de Mars et qui avait indiqué il y a très peu de temps qu'elle souhaitait vivre entre blancs. Vous voyez le niveau quand même. Le degré de racisme est absolument extraordinaire.
manière. Alors, elle aurait dû peut-être traîner un peu plus à l'école et puis au-delà du CP, parce que d'abord, on n'apprend pas Voltaire au CP, même si j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais enfin, on ne parle pas de CP à propos de Voltaire. Et deux, tous les spécialistes de Voltaire le disent, on n'est absolument pas certain que Voltaire ait réellement écrit. Alors, écrit, c'est facile, mais qu'il ait réellement dit ça. Et donc, on vérifie un tout petit peu. Et vous savez, c'est une tradition de l'extrême droite de coller, notamment, je crois que on avait parlé ici, c'était Churchill. Zemmour aime bien citer Churchill en lui collant, vous savez, on voit la photo, et puis on voit une citation à la con. En fait, c'est jamais vrai. C'est des trucs inventés qui permettent de dire c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une personnalité historique et patati et patata. Donc, retourne sur les bancs, ma chère transphobe adorée. Et c'est le moment du microscope que tu as intitulé Les 1000 collines en PLS. Oui, alors les 1000 collines, ça regroupe tout ce qui est médias d'extrême droite, c'est-à-dire beaucoup, de plus en plus, je le redis. Donc, on a eu 2 semaines pas fastoches, hein, entre l'assassinat de leur égérie, dont j'avais pratiquement pas entendu parler, soit dit en passant. On en a beaucoup parlé. C'est quand même un peu triste de parler de quelqu'un une fois qu'il a été assassiné. Bon, c'est comme ça. Mais enfin bon, ils ont eu leur deuil avec cœur, qu'ils en ont fait des caisses et des caisses. Et puis, boum, arrive l'histoire des drapeaux palestiniens sur le fronton des mairies. Et arrive la reconnaissance, le 22, donc de l'État palestinien qui les a vraiment... Alors, vraiment, quand je dis mis en PLS, c'était jour de deuil. C'était 3-4 jours de deuil direct. Enfin, vraiment, c'était de la folie. Et ça se résume, alors, avec un disque rayé, je l'adore ce garçon, un disque rayé sur CNews qui, je trouve, c'est le fils Klarsfeld, il va synthétiser, mais alors avec une espèce, il a 2 de tension comme d'habitude, hein, mais ce 2 de tension va donner un peu le là, c'est-à-dire qu'en fait, on se demande au bout d'un moment s'il croit réellement à ce qu'il dit. Je vous laisse regarder et écouter. Mon analyse est que ça récompense le pogrom du 7 octobre, que ça renforce le Hamas, qui est notre ennemi avec les islamistes, que ça cherche à affaiblir Israël, qui est notre allié. Dans le discours, il n'y avait pas un mot sur le fait que la Palestine, les Palestiniens auraient pu déjà avoir leur État en 1948, ils auraient déjà pu avoir leur État en 1967, en 2001, en 2009. Ça, le président de la République ne l'a pas dit. Pas un mot sur le fait que la Jordanie est peuplée de 70% de Palestiniens et qu'il est logique qu'un jour ou l'autre, la Jordanie sera un État palestinien. Pas un mot sur le fait que si le Hamas baissait les armes et rendait les otages, la guerre s'arrêterait. Il a parlé de massacre, mais chaque année, il fait des discours lors du débarquement. Et lors de ce débarquement, les Alliés ont lancé sur les villes françaises des milliers de bombes qui ont causé des dizaines de milliers de morts parmi la population française. Jamais il n'a parlé de massacre à ce moment-là. Alors, si vous n'êtes pas endormi devant votre écran, c'est quand même pas facile de lutter. Je vais vous réveiller. Cette fois-ci, on revient à Rachel Kahn parce qu'elle a atteint le top du top dans l'outrance et un délire complètement incompréhensible. Il faudra vraiment qu'elle s'inscrive au cours Florent. Vous allez voir, c'est pathétique, tragique. Tellement tragique qu'en fait, même Gauthier Lebray, je crois que c'est Gauthier Lebray qui est sur le plateau, il va être surpris et il va se sentir obligé de dire « on vous sent ému ». Bah oui, on la sent émue puisqu'elle est en train de faire un grand numéro qui, j'espère, lui vaudra un prix ou une médaille en chocolat, comme c'est le cas dans ces milieux-là. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nahal Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme, comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête. Et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés.
Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Comment est-ce qu'on peut pleurer en pensant au dôme de fer? J'avoue que je ne comprends pas du tout. Enfin, je veux dire, qu'elle parle de la condition de vie des Israéliens, je veux bien l'entendre. Qu'elle parle, pas un mot pour les Gazaouis, bien sûr, mais qu'elle surjoue comme ça. Vous savez, j'ai vraiment l'impression des néo-convertis qui se sentent obligés dans une religion, ou même un parti d'ailleurs, se sentent obligés d'en faire plus que les autres pour essayer d'adhérer au truc. Ouais, c'est complètement ça pour moi. J'espère que c'est à mettre sur ce compte-là, mais à force de tant d'outrance, je ne sais pas comment elle va pouvoir rebondir de nouveau pour se maintenir à l'antenne et conserver peut-être un tout petit peu de crédibilité. On comprend mieux pourquoi elle faisait du plagiat. Pardon ? On comprend mieux pourquoi elle plagiait le travail des autres. C'est plus facile. Mais si ça se trouve, ce qu'elle a dit là, on va le retrouver quelque part. On va savoir. Parce que quand on fait des liens, effectivement, avec le dôme de fer, la reconnaissance de la Palestine et qu'on pleure... Non, mais là ça me dépasse un Elle a du mal à travailler seule, Rachel Kahn. Alors, il y a eu aussi, dans ce grand concert, à propos de la reconnaissance de l'État palestinien, il y a eu la question qui est revenue sur le tapis. Alors, vous savez, avec les histoires de drapeaux mis sur le fronton, je vous parlais tout à l'heure, il y a eu la question rebelote, mais ils sont vraiment en boucle, de l'importation du conflit que les drapeaux palestiniens, et qui s'y colle. Alors elle s'appelle Élise Goldfarb, elle est entrepreneuse, je ne la connais pas, je ne connais pas son niveau d'expertise sur ces questions géopolitiques ou ces questions internationales, et pourtant elle va évidemment être interrogée là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle serait, d'après ses dires, je la crois, de confession ou de culture juive, et que ça lui donnerait une espèce de clairvoyance sur tout ce qui se passe en France et au Moyen-Orient. On ne va pas refaire l'histoire du conflit, là, évidemment, on peut tous condamner ce qui se passe à Gaza. Néanmoins, moi, personnellement, en tant que juive en France, je n'en peux plus de l'importation de ce conflit en France. C'est-à-dire que, moi, personnellement, quand je passe devant une mairie où il y a des drapeaux palestiniens, je me dis pas « Ah, trop bien, ils sont solidaires avec la Palestine ». Je me dis « c'est marrant parce que le 7 octobre, il y a 50 juifs français, des Français comme nous autour de cette table, qui ont été massacrés par le Hamas. Il y a eu 7 otages français qui ont été kidnappés par le Hamas. Donc, les récompenser aujourd'hui en mettant leur drapeau, je trouve ça assez... Le drapeau palestinien, c'est pas le drapeau du Hamas. Oui, aujourd'hui, les Palestiniens ont voté pour le Hamas en 2005, donc c'est eux qui dirigent à Gaza. Donc, comme le drapeau d'Israël n'est pas le drapeau de Netanyahou. Moi, je rêve d'un jour où on peut mettre... Ça, c'est important de le dire. Je rêve d'un jour où on pourra mettre le drapeau palestinien devant une mairie et qu'il n'évoquera pas ça chez les gens. Mais il faut aussi soulever cette asymétrie du lien qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'en France, quasiment 100% des Juifs ont un lien avec Israël. Or, 0% des Français quasiment ont un lien avec la Palestine. Donc, pour nous, c'est un rappel direct. Oui, mais on n'a pas de lien forcément avec les Ukrainiens. Donc, et on met le drapeau de l'Ukraine. Oui, mais les Ukrainiens n'ont pas massacré 50 Français, en fait. Désolé de le dire, les Ukrainiens n'ont pas d'otages français. Donc ça repose évidemment la question de la légitimité. Non, mais quand on a Gérard Darmon, Michel Boujna, Philippe Lelouch et Enrico Macias pour parler de géopolitique, j'ai envie de dire que Élise Goldfarb a tout à fait le droit aussi de se prononcer. C'est vrai, non mais c'est ironique, bien sûr. Tu as raison. Alors, heureusement, il n'y a pas que ce genre de propos. Il y a aussi des gens un peu nourrissants, un peu sérieux sur les plateaux et qui apportent la contradiction. Parce que le problème, assez généralement, c'est qu'ils sortent des énormités, mais sans contradiction. Et là, nous avons notre ami de d'I24 News, Michael Darmon, qui va tenter un truc face à Bédir Nabli. Alors, je préviens quand même que quand on se retrouve face à Bédir Nabli, on essaye de s'équiper un peu. Il est quand même spécialiste du droit international. C'est un publiciste. Il y a une formation. Oui, il intervient ici de manière assez régulière et assez nourrissante, je le redis. Et bien, il va remettre les pendules à l'heure parce que Michael Darmon va s'essayer à un exercice complètement foireux et il va aussitôt réagir, Bédir Nabli. Et je vous laisse regarder ce montage réalisé par Caisse de Grève. Effectivement, aux histoires d'accusations de génocide, elles sont encore en cours d'instruction. Il y a un autre par exemple que la Grande-Bretagne, depuis quelques jours, a annoncé que pour elle, il n'y avait pas de génocide en cours à Gaza, ce qui est assez intéressant du point de vue aussi de la réflexion globale qui est menée sur les massacres et la grande difficulté qui se passe en ce moment à Gaza. L'accusation de génocide, elle est plus que sérieuse. Et c'est intéressant que vous évoquiez le cas britannique qui n'a aucune valeur juridique. C'est un État qui se positionne le jour où la commission d'enquête officielle, onusienne, reconnaît l'existence d'un génocide à Gaza. On comprend bien que l'accusation est difficilement acceptable du point de vue israélien. Mais là, on parle de la commission d'enquête officielle de l'ONU. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas un État. Cette puissance occupante, donc Israël, exige, alors qu'en fait, du point de vue du droit international, elle n'a rien à exiger. Vous avez des avis de la Cour internationale de justice, vous avez des résolutions
onusienne qui demande, qui exige à Israël, et non pas l'inverse, de quitter ces territoires, tout simplement. La Ligue arabe demande aussi au Hamas de quitter le pouvoir. Il n'y a pas d'exigence unilatérale. Essayez pas d'instiller de la confusion là où c'est très clair. Non, je vous dis... excusez-moi. J'éclaircis vos propos. Je vous parle du droit international, je ne vous parle pas de la Ligue arabe. Donc du point de vue du droit international, cher monsieur, Israël est obligé de quitter ses territoires en Cisjordanie. Elle viole le droit international depuis des résolutions qui datent des années 60. Je rappellerai que d'après le dernier avis en date en la matière de la Cour internationale de justice, le système mis en place par Israël en Cisjordanie relève d'un système d'apartheid, je reprends le terme utilisé, et que donc il n'y a rien à négocier. Donc ça, c'est un exercice assez courant que je vois de manière assez régulière, je pourrais vous en faire des heures, c'est de dire, voilà, il y a le droit international, mais on va le mélanger, on va en faire une espèce de gloubi-boulga, on va essayer de me dire que les Anglais, ils ont dit que, ou alors la Ligue arabe a dit que, en mettant sur le même plan la Ligue arabe et le droit international, ce qui n'a évidemment aucun sens, et merci encore à Bélier d'avoir recadré tout ça. On va rester dans le même registre avec Yohann Soufi, qui est également avocat, qui connaît également très bien le droit international, et qui va très simplement, mais c'est ce qui devrait être fait sur tous les plateaux, au moins en préambule, un peu comme ici, il va tout simplement rappeler ce que signifie reconnaître un État et évacuer d'un revers de la main tous les délires complotistes et toutes les conclusions hâtives qui sont pondues, notamment. Et on va y revenir avec les fameux 20 intellectuels. J'en ai cherché des intellectuels dans la liste, hein. C'était assez difficile, mais les 20 intellectuels qui ont signé cette fameuse tribune demandant à ne pas reconnaître sans condition l'État palestinien. Alors que la Palestine est reconnue avec des conditions très strictes qui rend l'État de Palestine diminué même, mais bon. Bien sûr, et qu'ils vivent sous conditions depuis 80 ans. C'est complètement terrible. Je vous laisse écouter. Yohann Soufi, ce que demandent ces intellectuels, c'était un préalable, un prérequis avant de reconnaître l'État de Palestine. Ce que nous disait il y a un instant Alban Mikosi, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, l'Élysée dit ces choses-là pourraient découler de la reconnaissance, ça pourrait arriver dans la foulée, parce que ça oblige en quelque sorte les Palestiniens à se mettre en ordre de marche pour cet État. Oui, alors sur le terme intellectuel, je vous laisse l'adjectif. Sur le principe, je pense qu'il faut changer de paradigme. On ne reconnaît pas un État pour donner une récompense à un groupe armé ou pour sanctionner un autre État. On reconnaît un État parce qu'on reconnaît le droit d'une population, en l'occurrence la population palestinienne, à vivre en sécurité sur un territoire avec son droit à l'autodétermination, c'est-à-dire d'être représenté par un gouvernement qui choisit. C'est aussi simple que ça, et c'est ce que aujourd'hui fait Emmanuel Macron et les dirigeants de ces 9 autres États. Mais quand on parle de timing, moi je m'interroge plutôt pourquoi ça n'a pas été fait au cours des 80 dernières années. Je précisais tout à l'heure qu'en fait, ils sont plutôt peu invités. Je pense notamment à Pascal Boniface, par exemple. Ou alors, très souvent, quand ils sont invités, c'est à des heures un peu problématiques. C'est après 10 heures, après 11 heures. Donc, je suis content de pouvoir vous en faire profiter à une heure raisonnable et à l'heure de votre choix, puisque vous pouvez le réécouter, évidemment, en podcast. Oui, en plus, Yohann Soufi, effectivement, avocat en droit international, on le reçoit assez régulièrement aux médias, et tous les avocats et avocates de l'association Jurdi, dont on a longuement parlé, celle qui assigne en justice les entreprises françaises et même des particuliers pour avoir participé ou avoir été complices de crimes de guerre en Palestine. On termine cette émission avec les coups de cœur. Ce coup de cœur, je le partage avec toi, puisqu'il s'agit d'une pétition pour la mémoire de Gisèle Halimi. Oui, alors on remercie Jean-Marc Nautz, qui est à l'origine, un internaute qui est à l'origine de cette pétition qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors là, nous sommes mercredi, nous enregistrons exceptionnellement mercredi. Il y a déjà eu plusieurs articles à charge et à décharge sur cette question-là. Donc on va voir le lien vers la pétition qui se trouve sur change.org. Et donc ça fait suite à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à ces fameux 20 intellectuels qui vont demander au président de la République, qui sont-ils pour le faire? Bon, ils ont le droit.
ils ont le droit, qui vont demander d'aller à contre-courant de l'histoire, hein, pour aller vite. Et donc, ça va donner des résultats assez étonnants. Il va y avoir des charges, notamment du Point, de CNews, qui a commencé ce mardi. Mais il va y avoir également une réaction qui m'a beaucoup surpris. Donc, ça vise Charlotte Gainsbourg, donc, qui va jouer le rôle de Gisèle Halimi dans un film, qu'il a déjà joué d'ailleurs, je crois, puisque maintenant, c'est une question de distribution, et je crois que le film est déjà bouclé. Mais il y a une réaction que je trouve extraordinaire, qui est celle de Muriel Ouaknine Melki, qui est avocat pénaliste et présidente de l'organisation juive européenne. Elle est très très présente sur les plateaux de télé, notamment des télé Mille Collines. Et elle va écrire ceci: Paris, 22 septembre 2025. Une brillante actrice française de confession juive victime de discrimination, la honte. Et elle va taguer Emmanuel Macron ainsi que nos consoeurs et confrères de l'humanité. Pourquoi une actrice française de confession juive victime de discrimination? On ne savait même pas qu'elle était de confession juive. Mais moi, mais à l'heure à laquelle on parle, je ne le sais pas. Je ne sais pas. D'abord, ça ne s'hérite pas. La confession ou la conscience ne s'hérite pas, bien évidemment. Mais quand bien même, je ne vois pas. Ça ne nous regarde pas, quoi, j'ai envie de dire. Ça ne nous regarde pas du tout. Mais comment s'appelle le fait d'essentialiser une personne, une citoyenne française, et la réduire à sa confession ou sa culture juive présumée? Ça s'appelle comment ça? Ça a un nom, je crois. Hein. On parle un peu d'antisémitisme là quand même. Donc à vouloir les défendre, on se demande au bout d'un moment si vraiment ils veulent défendre leur soi-disant communauté. Parce qu'il y a autant de différences entre deux Français de confession juive qu'entre un musulman et un juif. À force de vouloir soi-disant défendre leur communauté, ils en viennent à ce genre de raccourci à travers le champ de maïs que je trouve assez pathétique, pour ne pas dire dangereux. Peut-être rappeler que Gisèle Halimi, en fait, était une avocate militante qui s'est battue justement pour l'autodétermination des peuples, la libération de pays colonisés. Et donc, c'était quelque part indécent de choisir Charlotte Gainsbourg pour incarner Gisèle Halimi, et Gisèle Halimi d'ailleurs qui était un soutien aussi au peuple palestinien. Tous les peuples opprimés d'ailleurs. Voilà, et en particulier, elle s'exprimait effectivement notamment dans les colonnes de l'Humanité sur sa position par rapport au peuple palestinien et à l'occupation illégale, d'une part. Et puis, je veux dire, il y a eu un débat assez lourd et je pense nécessaire pour savoir s'il fallait séparer l'homme de l'artiste. Je pense évidemment à Roman Polanski. Imaginerait-on Gérard Depardieu jouer le rôle de l'avocat de Gisèle Pénicaud? Il y aurait quelque chose qui... on tiquerait forcément. Là, pourquoi est-ce qu'on revient à ses origines présumées sans considérer que d'avoir signé quelque chose qui va à l'encontre du droit international, qui va à l'encontre de l'intérêt d'un peuple, qui est donc de la discrimination pour le coup, n'est pas forcément la mieux placée pour pouvoir tenir ce rôle-là. Effectivement, Gisèle ne méritait pas cet affront. Alors, l'autre coup de cœur dans la rubrique Il n'est jamais trop tard pour bien faire, ce soir, donc mercredi, à partir de 20h, il y aura un concert, le concert de Djamila Satour. Alors, je vous en dirai un peu plus parce que c'est un concert à l'occasion de la sortie d'un album. Donc, évidemment, nous serons amenés à en reparler. Elle se produit à partir de 20h au studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, à Paris. Donc je vous invite, si vous êtes dans le coin ou si vous avez envie de sortir ce soir, de vous y rendre. C'est vraiment très sympa. Et puis il y a des extraits que vous pouvez trouver en ligne de Djamila Satour que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. La dernière chose, le dernier coup de cœur, là, c'est vraiment que des rendez-vous, mais j'y tiens. C'est un colloque qui va se tenir, Gaza et les médias. Ça s'appelle Autopsie d'une couverture journalistique. Alors malheureusement, je ne pourrais pas y être alors que j'aurais vraiment aimé. Alors c'est à l'initiative de l'IFJ, donc, qui regroupe les syndicats de journalistes dans le monde entier. Et c'est le 27 septembre, donc c'est samedi, à 16h au théâtre de la Concorde. Je vous laisse rechercher évidemment les informations pratiques. Voilà, 16h, samedi, les médias et Gaza. Merci beaucoup. Mourad, on sera, je pense, nombreux et nombreux de la profession, j'espère. J'espère, oui. Voilà, à se rendre à cette... donc c'est une conférence, c'est ça? Oui, c'est une conférence. Je dis colloque, mais c'est un moment de réflexion autour de ces questions-là. Et après, les coups de cœur, les remerciements, bien sûr. Oui, absolument. Il y en a très peu, parce que la fois dernière, j'y avais été gaiement, parce qu'il y avait un rattrapage à faire. Mais là, donc, du coup, on est revenu à un rythme normal. Donc, je voudrais remercier et saluer Philippe d'Orléans, La Source,
Swazik et Amaury, ainsi que leur belle progéniture Basile, qui nous regarde assez régulièrement et qui critique la critique de ces... Enfin, il fait vraiment la critique de ces... Non, je déconne, il va avoir 2 ans. Donc, je les embrasse tous les 3, les heureux parents et le petit Basile. Il y a Fabrice Dannonnet et Asdine de Paris. 5e, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à vous. Merci Mourad. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux Médias.